Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va parler de deux sujets aujourd'hui, ou bien plutôt ce soir. Le premier sujet s'agit de la situation financière en Égypte, les mesures entreprises par le gouvernement pour booster l'économie égyptienne et attirer les investissements. Deuxième, ça sera le rassemblement des chefs d'État et de grandes institutions financières en France et qui a été assisté par le président Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques jours. On commence avec le ministre des Finances, Mohamed Maït, qui a déclaré que le volume des dépenses de l'État dans le projet de loi de finances est estimé à 3 trillions de livres égyptiennes, alors que celui des recettes à 2,8 trillions de livres, soulignant que l'État ne cessera pas d'aider les citoyens en amortissant les conséquences néfastes de la crise économique. Le volume des dépenses de l'État dans le projet de loi de finances est estimé à 3 trillions de livres, alors que celui des recettes à 2,8 trillions de livres, soit une différence de 800 milliards de livres entre les deux chiffres, a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït. Il a souligné que l'État étendra la couverture maladie universelle à un nombre plus grand de gouvernorats et se poursuivra via le fonds de logement social pour que le citoyen ne se tourne pas une nouvelle fois vers les bidonvilles. L'État ne cessera pas d'aider les citoyens en amortissant les conséquences néfastes de la crise économique, a-t-il dit, citant pour exemple à cet égard le nombre supplémentaire de denrées ajoutées à la carte de rationnement et la miche de pain subventionnée qui coûtait 55 piastres et désormais 1 livre, une différence qu'assume le budget. L'État a réussi à régler de nombreux problèmes, tels que ceux de l'électricité, du butane et des logements, a-t-il ajouté, expliquant que le pays avait un bon avenir, mais que les circonstances économiques avaient négativement affecté les citoyens. De nombreux pays de la région sont exposés aux dangers sécuritaires, à un moment où l'Égypte dépense beaucoup pour protéger les citoyens de ces mêmes dangers, a-t-il fait remarquer, soulignant que la crise économique passerait et que l'État était solide et détenait de bonnes infrastructures. Le ministre a parlé du besoin d'utiliser la monnaie locale dans les transactions avec les pays asiatiques et africains, comme l'a dit le président du Kenya lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Traiter avec la monnaie locale est une partie de la solution au problème du financement, a-t-il confié, rappelant que l'Égypte faisait partie de la nouvelle banque de développement créée par les BRICS et que de nombreux pays y adhéreraient. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Rassam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, là, on parle du budget de l'Égypte. On parle, le ministre des Finances, Mohamed Maït, qui a déclaré que le volume des dépenses de l'État dans le projet de loi de finances est estimé à 3 trillions de livres égyptiennes, et alors que celui des recettes à 2,8 trillions de livres. Monsieur Achara, je vous entends très mal. Je vais essayer d'élever la voix. Je parle du budget de l'Égypte. Alors, le budget oui, le budget de l'Égypte. Oui. Le ministre des Finances a déclaré que l'État fait tout pour amortir les conséquences néfastes de la crise économique. Oui. Votre commentaire? Vous voulez dire que les procédures simplement qu'entame le gouvernement pour amortir et pour aussi atténuer un petit peu les effets de la crise? Tout à fait. Eh bien, on sait très bien que cette crise est très complexe parce que il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça, c'est-à-dire actuellement, et le problème qui se pose, c'est un problème de dette. Et aussi, on en réclame aux pays, aux grands pays, certainement aux établissements financiers, simplement d'atténuer et d'alléger un petit peu les dettes, c'est-à-dire en changeant, modifiant les conditions qui ont été imposées aux pays en développement
certainement dans leur emprunt des dettes. Alors ici, c'est la question qui se pose. Ici, à quel point, certainement, les pays africains ou les pays en développement, dans les cas où on trouve l'Égypte, ont le droit aussi sur quels arguments ils peuvent toujours s'appuyer pour réclamer l'atténuation des dettes. Ils ont certainement de forts arguments. Et ça, on l'a vu dans le discours du président égyptien lors ici du sommet de Paris. C'est-à-dire actuellement, c'est que ces pays sont en fait victimes de quoi? Des effets néfastes de changement climatique, de la pollution, et en même temps, elle est toujours en guerre contre la pauvreté. Et alors, qui sont à l'origine en fait de changement climatique? Ce sont les grands pays, les établissements, aussi les pays ou le super grands pays, je dirais, comme les grandes puissances, parce que eux, ils se trouvent à l'origine de ce changement climatique et les victimes sont les pays en développement. D'où la nécessité pour ces pays et pour les établissements financiers qui s'y trouvent, simplement de modifier complètement le système de dette. Et cela, certainement, pourrait aider énormément les pays en développement à atténuer certainement les effets nocifs de cette dette. Et ce qui leur permettrait par la suite, c'est de développer leurs projets infrastructurels. Et ça c'est... Mais en ce qui concerne peut-être ici la stratégie adoptée par le gouvernement égyptien pour atténuer les dettes, c'est-à-dire, et le gouvernement égyptien, la seule solution, à mon avis, c'est de mettre l'accent sur les projets infrastructurels productifs. Et c'est-à-dire que c'est avec la production, vous pouvez simplement créer des opportunités d'emploi pour beaucoup de monde. Vous pouvez exploiter la richesse enfouie dans la terre égyptienne, soit partout, on le trouve. Et par là, vous pouvez simplement, avec la production, vous pouvez amplifier, augmenter le revenu et réformer l'état actuel de la crise. Tout à fait. Là, l'État fait beaucoup d'efforts pour soutenir les nécessiteux, qui représentent quand même un nombre important parmi la population. Alors, si vous pouvez nous parler de ces programmes de soutien comme la subvention, par exemple, comme Haya Karima, comme tous ces projets ou bien ces initiatives lancées par l'État. Et tout en admettant certainement les grandes valeurs en fait que renferment ces projets, c'est-à-dire projets de soutien, oui, bien sûr, ça fait très bien, mais il ne faut pas oublier aussi que les projets de soutien, quand même, reposent sur quoi? Sur, comment dirais-je, sur l'épuisement de ces disponibilités financières. Ça veut dire que vous essayez d'aider, oui, d'accord, mais pour aider en donnant les appuis, parce qu'il faut vraiment combattre la pauvreté, oui, il faut qu'il y ait aussi une autre solution parallèle, c'est-à-dire sans négliger l'importance de soutien et d'appui, et ça, c'est, à mon avis, ça constitue le rôle important de l'État, le rôle primordial de l'État, c'est simplement de s'occuper des pauvres, aussi des classes nécessiteuses, mais en même temps, il faut à long terme également, il faut qu'il y ait à des projets, accomplir des projets, pas à très long terme, mais disons à moyen terme, des projets productifs qui permettent par exemple les pauvres parmi ceux qui ont la capacité à travailler, d'améliorer le revenu. Vous savez, c'est très important, parce que les pays en développement se trouvent en fait en difficulté de production à cause des dettes. Et si, par exemple, vous adoptez une politique d'aide, ce que je suis complètement d'accord avec vous, parce que sinon, comme ça, vous barrez la route complètement à leurs moyens de vivre, et il faut quand même leur créer d'autres moyens leur permettant d'augmenter leurs revenus de manière régulière, sans dépendre entièrement des soutiens. Les soutiens, ce sont des palliatifs. Tout à fait. Alors, si on parle du Fonds monétaire international, les prêts présentés par le Fonds monétaire international et les conditions surtout imposées contre, par exemple, l'Égypte ou bien actuellement aussi la Tunisie. On a vu, par exemple, le président Kais Saïd qui a refusé quand même les conditions. Et si on parle de l'Égypte ou bien de la Tunisie, on a déclaré la même chose parce que ça va affecter de plus en plus les gens qui n'ont pas les moyens, les pauvres. Oui.
Alors, quelle est l'alternative, à votre avis? L'alternative, c'est qu'à dire que, écoutez, parce qu'il y a toujours un paradigme qui domine complètement de la réflexion du Fonds monétaire international et d'autres établissements ici financiers. Et ce paradigme n'a rien à voir avec simplement les questions humaines. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas quand même vous passer du soutien ou de la subvention accordée aux pauvres. Ça, c'est le rôle de l'État. Alors que le Fonds monétaire international, simplement, fait abstraction totale de ces questions humaines. Simplement, il met des projets, qu'il estime très rationnels, mais il faut quand même, vous savez que ce qu'on appelle ici, c'est l'eurocentrisme de la raison, l'eurocentrisme de l'esprit, de la réflexion rationnelle. C'est pas la seule dimension qui se trouve dans la vie humaine. Il y a d'autres dimensions, ce sont des dimensions humaines. Et vous ne pouvez pas vraiment ici exclure ces questions. Et c'est ça la question, en fait, dont souffre la Tunisie actuellement. C'est que devant les conditions, je dirais, atroces que pose en fait le Fonds monétaire international pour accorder des prêts, ça c'est inacceptable. Et je comprends très bien la réflexion ici du président tunisien, c'est-à-dire qu'il a à un moment donné, il a pris la décision de se détourner complètement du Fonds monétaire international, mais en même temps, il se trouve dans un état très difficile. Alors dans ce cas, c'est que je pense que c'est être toujours en proie au Fonds monétaire international ou bien, s'engager ou s'embarquer dans cette réflexion trop rationnelle, à mon avis, inhumaine aussi, c'est pas la solution. C'est pas la solution du tout. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, d'autres pays se tournent le regard vers le BRICS, le BRICS et d'autres aussi établissements, on ne sait jamais. Et ça, c'est une question quand même que la communauté internationale doit vraiment se solidariser pour résoudre. Ouais. Sinon, il y aurait des crises. En fait, ça entraîne des crises. Regardez comme la migration, par exemple. Ouais. Les grands pays vont souffrir de la migration clandestine irrégulière à cause de cette situation de pauvreté, de misère. Le sujet des BRICS, d'ailleurs, c'est le sujet que j'aimerais bien évoquer avec vous. Alors, il y a plusieurs pays comme l'Égypte, l'Algérie et d'autres qui se sont dirigés pour adhérer aux BRICS. Est-ce que vraiment c'est la solution? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, est-ce que la Banque du développement des BRICS, qui fait partie des BRICS, est-ce qu'elle va traiter avec les pays d'une façon plus facile? Je parle investissement, c'est-à-dire financer les investissements, etc. Est-ce que ça, c'est l'alternative vraiment? Écoutez, je crois qu'il faut quand même distinguer deux perspectives. Sur une perspective statique, perspective dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'au fil du temps. Enfin, quand je dis perspective statique, ça veut dire à l'état actuel des choses. Est-ce que si le groupe de BRICS pourrait faire quelque chose, pourrait apporter une solution magique? Actuellement, c'est difficile. C'est très difficile. Ou la seule solution peut-être, c'est de nouer de fortes relations avec les pays constitutifs de BRICS. Oui, comme l'Égypte. L'Égypte est un très bon exemple. Elle entretient de très bonnes relations avec tous les pays constituant le groupe de BRICS. Mais en fait, le fait d'adhérer au groupe actuellement, à l'état actuel des choses, ce n'est pas la solution efficace. Mais à long terme, c'est-à-dire dans une perspective dynamique, oui, je suis complètement d'accord. Ça pourrait vraiment être ici une puissance financière énorme qui pourrait concurrencer également ici le Fonds monétaire international, les autres établissements financiers qui imposent des conditions inhumaines. Alors, ça, c'est à long terme. Or, maintenant, la question est, parce que moi, je suis contre l'idée de l'unipolarité des choses. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait plusieurs pôles. Et c'est ce qu'on voit actuellement. On ne parle plus maintenant d'un ordre international unique comme hier. Mais aujourd'hui, nous devons quand même reconnaître l'existence de plusieurs superpuissances et cette unipolarité est en voie de disparaître sur tous les plans. C'est pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan également économique. Et je pense que la guerre en Ukraine, c'est un exemple clair.
Ouais. La Russie, actuellement, veut justement récupérer sa propre position en tant que superpuissance, c'est-à-dire sur le même pied d'égalité que aux autres. La Chine, c'est la même chose. Et ça va, vous allez voir que ça va donner naissance à un système pluripolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pôles en fait d'influence, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Alors, vous trouvez que le système actuel que vous avez appelé unipolaire a échoué vraiment? Il faut aller vers le multilatéralisme, ça c'est une chose. Comme par exemple, nous trouvons un pays comme l'Algérie qui a demandé, ou bien qui veut adhérer aussi à comment ça s'appelle? Le rassemblement de Shanghai, de coopération de Shanghai. Alors, Oui. Est-ce que vraiment c'est on laisse tomber ou bien on en a marre de ce système et il faut trouver d'autres systèmes? Non, la question simplement actuellement, c'est un peu difficile parce que, comme je viens vous dire, que actuellement, immédiatement, dans une optique statique, c'est difficile parce que maintenant, c'est difficile. Mais on peut dire qu'il faut toujours prendre cette voie, le chemin vers l'avenir, c'est-à-dire que l'avenir pourrait être aussi l'avenir de BRICS, mais pas maintenant. Pas maintenant parce que vous savez, sur tous les plans. Oui. Sur le plan économique, jusqu'à maintenant, c'est un groupe qui est en voie toujours de se compléter, de se développer pour s'ériger en une véritable puissance financière et économique. Elle est en route. Mais actuellement, l'Algérie a raison, et l'Arabie Saoudite également. Elle vient d'adhérer aussi au groupe de BRICS. Oui. Et l'Arabie Saoudite et l'Égypte, en fait, aussi a formulé une demande. Il y en a d'autres. Il y a même des pays africains qui se tournent vers aussi les BRICS, la Chine. Regardez ce qui se passe en Mali. Bien que, à mon avis, que la France, peut-être, c'est le seul pays, en fait, qui à mon avis, la France, c'est le seul pays occidental qui tienne compte de ces questions humaines et qui adopte une position courageuse, à mon avis. C'est ce qui a été déclaré, je crois, par le Absolument, président. absolument. Voilà. Elle a préparé le sommet de Paris-Lord pour un nouvel ordre mondial. Et c'est voilà, ça c'est la France que tout le monde connaît. Oui. C'est la France de l'humanité, je veux dire. C'est vrai. Là ma dernière question, et je profite de votre présence en tant que professeur d'analyse de discours, si vous pouvez analyser le discours du président Abdel Fattah al-Sisi au cours du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Peut-être vous nous avez donné un petit aperçu au début, mais j'entendais pas très bien. Alors. Eh bien, je vois que le discours du président est un discours admirable parce que grâce au fait à la franchise et la rigueur avec lesquelles en fait il a exprimé très bien la situation de l'Afrique, parce que la situation, et même il a étalé son expérience quand il était président de l'Union africaine. Et en même temps, il a expliqué en détail la situation difficile. Oui. Et puis après, il a reproché aux grandes superpuissances de ne pas tenir leurs promesses. Oui. Parce qu'ils devaient quand même aider, financer. Il y a eu une somme précise. Et c'est que au cours de la COP27, on a discuté cette question importante. Et que, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les grandes superpuissances, en fait, ont promis d'aider et de réparer les dommages qu'ils ont causés aux pays en développement à cause de leurs industries développées et aussi leurs effets sur le changement climatique et la pollution, ce qui certainement a entraîné des conséquences désastreuses sur les pays en développement, et ils devaient du moins quand même respecter leurs engagements. Et c'était un expert. Il dit qu'il a même exprimé aussi dans son discours qu'il n'a jamais fait comme les autres présidents, simplement de proférer des promesses sans les tenir, parce que tout ce qu'il pouvait promettre ici à l'Égypte, c'est simplement de faire de son mieux. Faire de son mieux, il y a une différence en droit entre deux types d'obligations, M. Ashraf. C'est que l'obligation de but, l'obligation de résultat, l'obligation de but et l'obligation de moyens. C'est-à-dire que
il faut vraiment faire son mieux pour atteindre le but. Oui. Mais si on n'arrive pas à atteindre le but, c'est-à-dire que l'important, c'est quoi? C'est qu'on a fait son mieux. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Hossam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Et on passe au sommet pour un nouveau pacte. Et en marge de ce sommet tenu à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu certaines réunions parallèles lors desquelles il a discuté de certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré à Paris le président Emmanuel Macron et a salué le développement remarquable des relations bilatérales à tous les niveaux. La réunion a également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier l'évolution de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions négatives sur les marchés alimentaires et énergétiques, ainsi que l'évolution de la situation au Soudan. Le président Sisi a reçu à sa résidence à Paris M. Rodolphe Saadé, PDG du groupe français de transport maritime international CMA-CGM. Ils ont discuté des moyens d'étendre les activités de la société en Égypte au cours de la prochaine période, de poursuivre la coopération dans le domaine de la navigation, des ports et du transport maritime en Égypte, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la gestion du terminal polyvalent Tahia Misr, situé au grand port d'Alexandrie. Sisi a également reçu à Paris M. Henri Poupart-Lafarge, président du groupe français Alstom, et ont discuté de la coopération conjointe dans le secteur des transports publics. Le président a rencontré M. Charles Michel, président du Conseil européen, et ont discuté de la coopération conjointe pour relever les défis régionaux et internationaux. Toujours en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le président a rencontré son homologue tunisien Kais Saïd, qui a exprimé la fierté de son pays des liens étroits et des relations bilatérales avec l'Égypte, louant les réalisations égyptiennes au cours des dernières années au niveau intérieur en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et le développement. Ils ont aussi discuté des moyens de renforcer les cadres de la coopération entre les deux pays frères et ont échangé les vues sur certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, y compris les efforts internationaux pour réformer le système financier mondial à la lumière de la crise actuelle. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hoda Yassa, vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment évaluez-vous